et connaissance selon le sieur Lionel Aguilot? Alors, il y a une différence fondamentale entre le savoir et la connaissance. Le savoir est dans l'acquis et la connaissance est dans l'inné. Oui, Donc, ouais. il y a l'université du savoir, il faut aller à l'école, il faut aller à l'université pour apprendre, pour avoir des diplômes, des qualifications, etc., pour pouvoir travailler dans notre société. Ce qui est une erreur fondamentale parce que l'université du savoir va fabriquer de facto du chômage. Et donc, ça va fatiguer l'être humain parce que l'être humain va trouver un travail, mais le travail, malheureusement, c'est quelque chose qui va faire souffrir l'être humain parce que le travail, au niveau historique, c'est tout simplement un principe qui est le suivant, c'est un esclave consentant qui accepte d'être payé des queues de cerises et qui donne cet argent à ce patron. Et ce patron, On donne du savoir aux gens pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir les manipuler, les faire obéir, parce qu'on leur apprend à parler pour qu'ils comprennent les ordres qu'on leur donne. Absolument, donc l'enseignement est fait pour faire en sorte de formater l'être humain pour lui permettre de travailler dans une entreprise afin que l'entreprise puisse les utiliser de manière malléable et ne pas les payer au prix de revient réel qu'ils devraient avoir droit. Ah. Parce que si tel était le cas, le patron serait aussi riche que les ouvriers et à ce moment-là, la société n'y aurait ni de riches ni de pauvres. Ça permettrait à la société de vivre pleinement, en harmonie avec la nature si c'était une société dite écologique. À partir du moment où on est une société de biens matériels, eh bien, on est en train de détruire la planète au nom de bénéfices qui s'avéreront dans le futur complètement futiles parce que le jour où il y aura un crack financier, l'argent ne vaudra plus rien. Ce sera l'éternel recommencement. Donc tout le but aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'être dans le champ du savoir, il vaut mieux être dans le champ de la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance est dans l'inné. Donc, à l'intérieur de chaque être humain, nous possédons toute cette connaissance qui est intuitive. Cette connaissance peut être ressortie. Comment peut-on faire ressortir cette connaissance? Mais il ne faut rien faire. Parce que mais c'est très inégal à ce niveau-là. Absolument pas. L'homme n'est pas fait pour travailler parce que pendant 5 millions d'années, par exemple, ce qu'il faut savoir, l'être humain a vécu en harmonie avec la nature. Nous étions des nomades. Il n'y avait pas de frontières, la terre était à nous, l'eau était à nous, l'air était à nous, et on vivait donc en tribu de 30 à 40 personnes, et sur chaque groupe de 30 à 40 personnes, eh bien, chaque personne avait un champ de compétences pour ceux qui allaient cueillir, pêcher, chasser, chercher des herbes, soigner, et ça vivait en harmonie avec les uns vis-à-vis des autres. Donc il n'y avait pas de problème de retraite, il n'y avait pas de problème d'impôts, il n'y avait pas de problème de loi, etc., puisque c'était des lois dites naturelles en fait. Voilà. Et donc, on a vécu heureux pendant 5 millions d'années, et le malheur a commencé à partir du moment où l'homme est rentré dans la sédentarité, c'est-à-dire qu'il s'est mis à ne plus nomadiser et à construire des immeubles ou des maisons. Et c'est là où la civilisation a détruit les nomades que nous étions auparavant, ce qui fait que ça rétrécit l'intelligence de l'être humain de plus en plus, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'intelligence de l'être humain est réduite à l'écran ou à un petit écran. C'est ce que des personnes, par exemple, avec leur portable, vont photographier des piquets de choux dans des jardins ou dans des ronds-points, ce qui est une aberration totale de l'être humain, puisqu'il est réduit à un écran. Et dans les entreprises, tout est réduit à un écran, ce qui fait que l'intelligence se rabougrit, etc. Et les personnes tombent en dépression et malades. Tandis que si la personne est au chômage, aussi bizarre que ça puisse paraître, les chômeurs, ce sont les plus riches. Pourquoi? Parce qu'ils conservent leur santé. Il faut savoir que ceux qui travaillent perdent leur santé et ceux qui sont au chômage gardent leur santé. Qui sont à la retraite aussi. Ils sont aussi à la retraite dans tous les sens du terme. Voilà. Ils sont à la retraite de leur travail, mais également à la retraite tout court. Et le plus important, et c'est là la leçon qu'il faut tirer par rapport à ça, lorsqu'on est dans le champ de la connaissance et qu'on ne fait rien, par exemple le chômeur par exemple peut avoir des idées, et de ces idées, il va rentrer dans son champ de compétences, il peut monter une entreprise dans son champ de compétences, et à ce moment-là, il ne va plus travailler, il va s'amuser. Parce que lorsqu'on est dans son champ de compétences, on ne travaille plus, on s'amuse. Et on peut travailler 12 à 14 heures par jour, peu importe, à partir du moment où on fait ce pourquoi on est fait en fait. Donc il faut ce qu'on appelle se connaître toi-même en fait, il faut se connaître. C'est connais-toi toi-même, et à partir du moment où on découvre son champ de compétences, si nous étions une société de champ de compétences, il n'y aurait pas de chômage. Parce que tout le monde est compétent. Mais comme une société au mérite avec le savoir, on fabrique du chômage. Et donc, tous les travaux que j'effectue actuellement, c'est de permettre, au niveau de la sphère matricielle de la connaissance qui est sur mon site lionelaguilot.com, de permettre à tout un chacun de retrouver son champ de compétences, de retrouver sa liberté de penser, de liberté de faire, et à ce moment-là, de ne plus souffrir. Vous voulez dire que au fond, le monde est harmonieux, c'est-à-dire que
si chacun travaillait sur sa compétence, il y aurait un ordre forcé qui existerait forcément. Ça se mettrait en ordre forcément parce que les compétences sont réparties d'après les besoins de la société, les besoins de l'humanité. Absolument. Alors que les savoirs, c'est artificiel quelque part. Ça crée des connaissances qui ne correspondent pas à nos compétences, par exemple. Absolument. Et il faut savoir qu'en Suède, par exemple, un médecin est aussi bien payé qu'un couvreur en bâtiment ou qu'un peintre ou qu'un agriculteur. Il y a une égalité salariale qui permet à cette société suédoise de fonctionner parfaitement. Donc cette société égalitaire, on peut la reproduire à l'infini, même en France, ce qui permettrait aux milliardaires, même s'ils divisaient leur richesse par 3/4, d'une part, ils continueraient à très bien vivre, mais permettrait aux autres de mieux vivre en fin de compte, et de pouvoir faire une révolution extrêmement simple au point de vue de la reconversion au niveau écologique, et de permettre à tout un chacun de s'y retrouver. C'est une question d'intelligence, et que si le capitalisme était intelligent, d'une part ça se saurait, mais le capitalisme fait devenir un être indivisible, c'est-à-dire égoïste en fin de compte, au détriment de l'ensemble. Mais de facto, scientifiquement et mathématiquement, les trop riches, demain, vont se dissoudre parce que l'argent ne va plus exister. Alors comment est-ce qu'on fait pour connaître son niveau de compétence et son champ de compétences? Alors pour avoir son champ de compétences, c'est pour ça que j'ai fait 23 ans de recherche. J'ai constitué la sphère matricielle de la connaissance, qui est illustrée par 4 CD d'hypnose qui sont anti-stress, balisant cuir, renaissance et l'état de la loi. Et ces 4 CD vont permettre à tout un chacun de retrouver son champ de compétences sans rien faire. Puisque en hypnose, le docteur Erickson, on ne fait rien. On s'assoit, on est allongé, on écoute le son de la voix, et en hypnose ericksonienne, on parle à l'inconscient situé dans l'estomac et les intestins. Et cet inconscient-là va nettoyer le mental, qui est en train de faire souffrir l'être humain, et permettre à l'être humain de se retrouver dans son champ de compétences. Et donc finalement, il ne faut pas chercher l'égalité entre les gens. Alors, il y a une égalité. Au départ, les gens sont différents. Mais ils peuvent avoir un niveau de vie comparable, mais ils n'ont pas les mêmes compétences. Alors, l'inconscient est compétent pour mastiquer, pour digérer les aliments, etc. Tout le monde possède un estomac et des intestins, donc les inconscients sont égaux entre eux. D'accord ? Mais chaque être humain, au-delà du même inconscient, du même cerveau entérique, chaque être humain développe une compétence qui est particulière. Oui. Et comme si chaque personne a un champ de compétences, à ce moment-là, nous sommes égaux par rapport au champ de compétences. Oui. Et donc à ce moment-là, nous sommes égaux de facto. Puisque l'inconscient, lorsqu'on fait avec l'inconscient, il est effectif qu'il n'y a personne au-dessus de nous, il n'y a personne en dessous de nous. Nous sommes tous égalitaires au niveau de l'inconscient. Il y a aussi la notion de gratuité, c'est-à-dire que quand on fait des choses qu'on sait faire, ça ne nous coûte rien, quelque part. Absolument, à l'instar d'un pianiste par exemple qui est intuitionné comme Mozart par exemple, il va écrire ses partitions comme on boit un verre d'eau. Voilà. C'est pas de réclamer aucun Donc quand on fait des choses qu'on fait spontanément et instinctivement, on n'a pas besoin de se faire payer à la limite. Non, le champ de compétences crée d'abord... C'est quand on est en dehors de son champ de compétences qu'on va commencer à vouloir être compensé. Disons se faire payer, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si on serait en Extrême-Orient par exemple, et qu'on serait dans un champ de compétences, ce serait par exemple le village qui nourrirait l'artiste par exemple, oui. Le logerait, le nourrirait, voilà. Etc. pour permettre aux autres d'être bien par rapport à l'art musical qui va faire le musicien en fait. Oui. Et donc il va donner la nourriture. Et comme en Occident on ne sait pas faire bien on transfère donner de la nourriture, on donne de l'argent. Moi personnellement, si on me payait en nourriture, comme on logerait, comme on nourrirait, oui. Comme on logerait, comme on nourrirait, je n'aurais pas besoin d'argent du tout en manque. Oui. Ça m'irait très bien de donner ma science en tant que chaman ou en tant qu'être chamanique, âme guérisseuse, d'aller dans des foyers et de nomadiser chez les personnes. Et ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas d'échange possible. Alors, il n'y a pas d'échange parce que ce n'est pas dans la culture française. Alors, ça l'a été du temps des pauvres, du temps des serfs. Donc, les pauvres s'aidaient entre eux, on donnait du pain, etc. Dans les années 60, on a connu ça où dans les familles d'ouvriers, quand il n'y avait pas de pain, de beurre, d'allumettes, on allait toquer à la porte qui n'était pas fermée à clé dans la journée. Les voitures n'étaient pas fermées à clé. Ça permettait aux gens de s'entraider les uns par rapport aux autres. Donc, on devrait retrouver cette solidarité et cesser de se diviser devant un écran où plus personne ne s'entend. Puisqu'aujourd'hui, on arrive que dans des foyers ou dans des familles, autour d'une table,
les 4 enfants ou les 3 enfants sont devant leur écran de leur portable, les parents sont devant leur portable et ils parlent entre eux par SMS. C'est un domaine complètement ubuesque où l'humain disparaît au profit d'un écran. Alors, pour terminer notre entretien, je ne vais pas abuser de votre temps, je ne sais pas si on a déjà eu des conversations, mais je ne sais pas sur ce sujet. D'une part, alors, ce qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, déjà, au niveau des compétences, au niveau du profil, ou est-ce que finalement, pour vous, vous traitez les hommes et les femmes indifféremment? Chaque être étant compétent, il n'y a pas une question de oui. de femme. Donc dans votre schéma, être, ça veut dire aussi bien masculin que féminin. Aussi bien masculin que féminin. D'ailleurs, de toute façon, scientifiquement, on s'est rendu compte qu'il y a des femmes, quand elles épousent de chercheurs célèbres sur le plan scientifique notamment, par exemple la femme d'Einstein, par exemple, était une mathématicienne renommée qui a grandement aidé Einstein dans ses découvertes de la relativité. Einstein n'en a jamais parlé. Donc il y a d'autres personnes comme par exemple, qui a été reconnu plus ou moins au niveau de l'atome, c'est Marie Curie par exemple, et Joliot-Curie. Bon, Marie Curie a eu du mal à être reconnue par la communauté scientifique alors que ses travaux étaient aussi importants. Marie Curie et Pierre Curie. Et Pierre Curie, voilà, et Pierre Curie. Et donc, voilà. Donc, il est mort. Il y a également une mathématicienne afro-américaine, pourrait-on dire, qui était une mathématicienne qui était redoutable et qui a réussi lors de la mission Apollo 13. Oui, voilà, il y a eu un film à ce sujet. Grâce à ses formules mathématiques, a réussi à ramener Apollo 13 grâce à cette afro-américaine qui est une femme. Et donc, jamais personne n'en a parlé à ce niveau-là. Il faut savoir également que du temps de la préhistoire, c'était plutôt un matriarcat, c'était la femme qui commandait les hommes, parce que la femme étant intuitive, elle dirigeait les troupes pour savoir où aller, à quel endroit, etc. Et souvent les femmes ont une grande mémoire. D'ailleurs, nous les hommes, nous savons très bien, une femme a une grande mémoire, parce que lorsqu'on est marié, la femme va se rappeler de tout, du départ, de toutes les bêtises. Mais ça, c'est dans l'un du savoir, là, quand même, quelque part. La mémoire, c'est le savoir. Non, ça c'est. Parce qu'elle a la mémoire. Alors, c'est ce qu'on appelle de l'acquis. Oui. Elle est dans le domaine de l'acquis. Oui, voilà, c'est ça, donc dans du savoir. Donc dans le savoir, voilà. Et l'homme, on est plutôt au milieu. On est plutôt dans le domaine de la connaissance. Voilà. Voilà. Et donc, lorsqu'on est à l'intérieur du champ de connaissance, eh bien, on ne peut pas se mettre en colère. Quand on est dans le savoir, on peut se mettre en colère parce qu'on peut être jaloux du savoir de l'autre, ou que le savoir peut dominer l'autre parce que j'en sais plus que toi dans l'érudition. C'est comme les biens, si on peut prendre les biens de quelqu'un, mais on ne peut pas lui prendre ses capacités à lui. Absolument, c'est pour ça qu'en France, ce qui est hallucinant, c'est que nos anciens, on ne s'en sert pas assez. L'expérience monumentale de nos artisans, malheureusement, partent un peu à volo et il faudrait retrouver ce savoir ancestral. Qu'on a perdu. Il faut savoir que les civilisations anciennes, par exemple, on ne sait toujours pas comment les Égyptiens ont pu monter leurs pyramides, par exemple, comment ont-ils pu trouver telle chose par formule mathématique. Mais comme disait Yves Coppens, il faut savoir que l'homme de la préhistoire était aussi intelligent que nous aujourd'hui. Les gens ont oublié qu'ils confondent l'inné qui donne la connaissance à l'infini à l'être humain et le savoir qui est limité. C'est pour ça que ceux qui sont dans le savoir aujourd'hui sont dans les capacités d'être dans la connaissance, par exemple, de certains Mayas ou de certaines civilisations égyptiennes, parce qu'ils ont perdu la connaissance en fait. Bien sûr. Mais au niveau du droit, par exemple, on s'aperçoit que on peut voler quelqu'un, c'est moins pénalisé que de le tuer, par exemple. C'est-à-dire que parce que voler c'est le savoir, et tuer quelqu'un, c'est lui enlever sa connaissance. Enfin, si je vous tue, je tue ce que vous êtes capable d'apporter à la société. Absolument. Donc encore notre société quand même pénalise davantage le fait de porter atteinte à votre intégrité physique que de porter atteinte à votre propriété. Oui. On n'a quand même pas dépassé ce stade. On ménage quand même l'idée que porter atteinte à l'intégrité de quelqu'un, c'est quand même plus grave que de lui voler, je ne sais pas quoi. Il y a des savants comme Tesla par exemple, je ne pense pas qu'il ait été assassiné lui, mais Tesla par exemple qui a fait plus de 600 brevets remarquables, parce qu'il faut savoir que s'il y a la lumière aujourd'hui,
c'est dû à Tesla. C'est le climat, c'est alternatif, c'est ça? C'est le courant alternatif par rapport au contenu d'Edison, qui ça ne marchait pas. Donc il faut faire un courant alternatif. Donc Tesla fait 600 brevets, on ne l'a pas assassiné, mais on l'a assassiné au niveau de sa connaissance, dans un sens où ces 600 brevets ont été achetés, mais n'ont jamais été mis en place pour permettre à l'humanité de payer 10 fois moins ou 100 fois moins. Parce qu'on sait scientifiquement qu'une ampoule qui a les bons métaux à l'intérieur, une ampoule n'a pas ce qu'on appelle une obsolescence programmée. Une ampoule peut briller à l'infini. Il y a dans une caserne de pompiers, par exemple dans l'État de New York, une lampe qui brille depuis sa fabrication, depuis 1920-1930, et elle marche tout le temps. Donc on peut fabriquer des lampes qui peuvent briller à l'infini, sauf que les Américains, Philips, les Hollandais et je ne sais plus le nom des ampoules américaines, ils ont fait en sorte de faire des matériaux qui se détruisent au niveau du filament. Pour obsolescence programmée. Obsolescence programmée, c'est un pur scandale en fait. C'est-à-dire que les industriels fabriquent la misère du monde, c'est-à-dire fabriquent une consommation. Par exemple, les portables, on sait que les portables, tous les 2-3 ans, il faut en changer. Ce soit les smartphones, les portables, parce que c'est toujours, ça évolue, etc. Et tout ceci est programmé et on va dans le mur. C'est pour ça qu'il vaut mieux que tout un chacun ait un vieux portable à clapet qui marche très bien et qui coûte 2 euros, que plutôt changer à chaque fois de smartphone qui va coûter 600 euros. Ce portable, il est très ancien justement. Voilà, le portable. Non, mais j'en ai d'autres qui sont plus modernes, mais celui-là, il est très ancien. Il a déjà presque 10 ans, je crois. Voilà, c'est ça, il marche comme il peut, il fonctionne. Mais pour terminer, un autre sujet qu'on a abordé dans ce salon avec d'autres exposants, je ne sais pas si on en a parlé avec vous dans le passé, c'est est-ce qu'il y a des âges dans la vie, des âges de la vie? Est-ce que la vie est linéaire ou est-ce qu'il y a des cycles où on recommence des choses? Par exemple, est-ce que dans votre vie, il y a eu des recommencements, par exemple? Oui. Dans ma vie, tombé 8 fois, relevé 9. Voilà. Donc, alors il y a des personnes qui sont un peu... C'est une catégorie de personnes, comment j'appelle ça, des leaders, qui, eux, ont un cycle comme ça, ondulatoire, si on peut dire, alors que le commun des mortels, c'est plutôt linéaire, ils vieillissent, etc. Vous n'avez pas l'impression de vieillir, en fin de compte, quelque part? Non, au contraire, j'ai l'impression que plus j'avance en âge, moins le mental est là, et plus l'intuition monte. Donc je deviens ce qu'on appelle purement intuitif. Voilà. Et le mental n'a pas voix au chapitre dans ma vie. C'est-à-dire que dès que le mental intervient, dès que le mental me fait réfléchir, je lui dis qu'il me laisse tranquille en fin de compte. Je suis en capacité de dire à mon mental, laisse-moi tranquille. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez une idée de la durée des cycles par lesquels combien de temps ça dure une expérience de vie, par exemple? Moi, je pense que le cycle de 7 ans est un bon cycle. C'est ce que j'en parlais avec M. Avidan tout à l'heure. Alors, ce cycle de 7 ans, j'y crois. Et, que ce soit point de vue sentimental, professionnel, amical, etc. Le cycle est de 7 ans. On part 7 ans, si vous voulez. Si on dépasse le cadre de 7 ans, etc. Mais pour l'homme, je pense que pour l'homme, parce que je ne parlais que de moi, c'est tous les 10 ans. Tous les 10 ans, il y a un affaiblissement organique qui s'effectue à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. À chaque fois qu'on passe le cap des dizaines, en termes de sénescence, en termes de vieillesse, il y a toujours quelque chose qui nous manque du point de vue physique en fait. C'est-à-dire il y a une déperdition physique qui s'effectue. Au niveau de ta capacité à intéresser les gens, à les... Alors là je parle c'est le plan organique qui diminue. Voilà. Par contre au niveau de l'intelligence, lorsque on passe le cap de dépasser le mental, à ce moment-là, le champ de la connaissance étant infini, le cerveau continue à travailler, comme Michel Serres, qui est un savant remarquable, qui quel que soit son âge, son cerveau est toujours intact, parce qu'on sait que le cerveau ne vieillit pas. Ou Edgar Morin, qui est 94 ans, est en capacité d'expliquer que notre société va dans le mur, parce que son cerveau est intact. Mais tout le monde n'est pas Edgar Morin, c'est ça? Tout le monde n'a pas cette aptitude. Alors tout le monde peut avoir cette aptitude à partir du moment où on entretient son cerveau, à partir du moment où on fait de l'exercice, à partir du moment où on s'oxygène, on mange une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, et également plus on avance en âge, plus il faut faire attention à sa récupération. Plus on récupère bien, moins on vieillit. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Lionel Aguilot, que dans une société, il ne peut pas y avoir que des généraux, il ne peut pas y avoir que des leaders. Donc il y a quand même il y a des gens qui ont, il y a une minorité de gens qui sont voués à
à diriger quelque part. Disons, le mot Est-ce que vous direction, intéressez- le est-ce mot que- direction ne veut rien dire parce que si par exemple on reprend à l'origine de ce que nous étions des peuples nomades, Oui, alors effectivement c'était plutôt les femmes qui dirigeaient entre guillemets, oui. et elles dirigeaient pour qu'il y ait de l'eau, pour qu'il y ait la nourriture, pour qu'il y ait un coin pour se protéger, etc. Pour connaître les herbes, pour soigner, etc. Donc c'est pas une question de diriger, mais c'est une question de donner une direction afin que le clan puisse bien vivre en fonction du milieu naturel en fin de compte. Donc il n'y avait pas de domination telle que l'entend, c'était une harmonie où tout le monde était en accord les uns vis-à-vis des autres. Et dans son champ de compétences, par exemple le chaman qui soignait par exemple, il soignait dans son champ de compétences, il ne dirigeait pas forcément. Alors souvent les gens s'en remettaient, alors au niveau de la direction par exemple du clan, il donnait cette direction à celui qui était le plus intuitif, qui avait plus d'intuition, il se fiait à l'intuition. Et notamment les Sinoï, c'était un peuple qui gouvernait par les rêves. Ce sont les êtres humains dans le groupe qui rêvaient le mieux, qui permettaient par traduction de savoir par le rêve ce qu'allait advenir du Ce clan. sont ceux-là qui avaient l'ascendant, qui le charisme. donnait la direction aux Oui. autres parce qu'il avait cette capacité, Ah. donc son champ de compétences pour éclairer le groupe. Oui, mais c'est ça. En tout cas, donc on a... Mais il ne dirigeait pas, il ne commandait pas. Oui, mais enfin, il indiquait une oui, direction. Ça revient à peu près au même quelque part. Ah non, commander, c'est-à-dire soumettre, parce que là, il dirigeait en mais- communauté en fait. C'est-à-dire, il y avait toujours dans le clan une démocratie où les décisions étaient prises en commun en fait. Tout était pris en commun. Tout était... Et en plus de ça, ces clans, ce qui était redoutable, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de commandeurs, c'est qu'ils étaient télépathes. Oui. Et ce problème de télépathie, on a perdu cette notion qu'on a, hein. On la possède, cette fonctionnalité, mais on ne la met pas en pratique entre nous. Bon, enfin, on pourrait discuter très longuement, je ne veux pas abuser Oui. de votre temps là-dessus. Oui. Je crois quand même qu'il y a dans une société, si vous ne mettez pas dans un groupe, par exemple dans une société, pourquoi est-ce qu'on paye très cher pour avoir un chef dans un groupe, par exemple, ou même dans une équipe de football, etc. Parce qu'il y a des gens il y a des gens qui sont assez rares quand même, il y a une rareté de certaines personnes. C'est une aberration de payer très cher, ça ne veut strictement rien dire. Non, mais je veux dire que ça veut dire qu'on sait que si on ne met pas une certaine qualité de personne quelque part, ça va stagner, ça va se scléroser. Oui, mais là c'est une erreur fondamentale de sa société qui parle de compétition. Donc on dit on met le meilleur, donc on paye le meilleur. C'est une aberration totale. Il ne faut pas être en compétition, il faut être en coopération. Si on était une société de coopération, on serait payé toujours à la même valeur. Mais si c'est une société de compétition, on va toujours faire payer quelqu'un plus cher, etc. Non, mais laissons de côté la question de l'argent. Oui. Simplement le fait de... On sait que si un groupe n'attire pas en lui, ne recrute pas en lui une certaine qualité de personne, ce groupe va péricliter. Oui, mais là on part d'un postulat qui est faussé. Ah, alors allez-y. Ah oui, parce que lorsque nous étions des clans, il y a cette notion de mettre quelqu'un dans une industrie pour créer des richesses, pour faire des profits, n'existe pas sur le plan du clanique. Donc on est dans une erreur de conceptualisation de la société. La société telle qu'elle est conçue au niveau organique et au niveau légal est une aberration totale et antinaturelle. C'est-à-dire que nous avons une société qui détruit l'homme. C'est pas l'homme qui est au cœur de la société, c'est la société qui est dans le cœur de l'homme. Et la société étant une entité abstraite, c'est-à-dire qu'on est en train d'être dans une croyance qui est complètement erronée en fait. C'est là où on va dans le mur, parce qu'on croit une chose qui n'existe pas. On vit dans l'illusion. D'accord.